Écoutez, on va commencer. Nous ne sommes que 3 députés, mais nous avons un agenda, c'est pas une excuse, hein, mais bon, nous avons un agenda qui est complètement loufoque, parce qu'il faut être en même temps là, par-ci, par-là, et donc... mais je suis heureuse que mes 2 collègues privilégient la délégation aux droits des enfants. Donc, exceptionnellement, cet après-midi, je siège en tant que présidente. Je suis vice-présidente de la délégation aux droits des enfants. Madame Perrine Goulet s'excuse. Elle est retenue en circonscription. Donc, je suis Michèle Perron, vice-présidente de la délégation aux droits des enfants. Mesdames, Messieurs, mes chers collègues, la délégation aux droits des enfants a choisi de consacrer tout un cycle d'auditions à la protection des mineurs. Après avoir entendu les représentants des magistrats sur la question de la prise en charge judiciaire, nous consacrons une table ronde sur la prise en charge pluridisciplinaire des victimes au sein des unités d'accueil et d'écoute pédiatrique ou UAPED. Nous accueillons aujourd'hui Madame Martine Brousse, présidente de l'association La Voix de l'Enfant, et Madame Patricia Montez-Lopez du pôle France et UAPED, Madame Barbara Tisseron, pédiatre médecin légiste, responsable de l'UAPED, UMJ mineur du CHU d'Orléans, et Monsieur Jean-Luc Wilmenot de l'association Handichien. Face au constat de la difficulté à prendre en compte la parole de l'enfant victime, La Voix de l'Enfant a contribué à la mise en place de structures spécifiques chargées de coordonner la prise en charge médicale, mais aussi sociale et judiciaire des mineurs victimes de violences ou de maltraitance. Les unités d'accueil et d'écoute pédiatrique, les UAPED. La force de ces unités tient à leur caractère pluridisciplinaire, médecins, assistants sociaux, enquêteurs travaillant ensemble. Depuis quelques années, des chiens d'assistance judiciaire sont venus compléter ce dispositif afin de mettre en confiance l'enfant, de diminuer son anxiété et ainsi de faciliter la libération de sa parole. Ces unités permettent surtout d'entendre le mineur dans de bonnes conditions. C'est pourquoi, dans le dernier plan de lutte contre les violences faites aux enfants de novembre 2023, il a été inscrit comme objectif de disposer d'une UAPED dans chaque tribunal judiciaire d'ici 2027. Il est également prévu de renforcer leur coordination avec les centres régionaux de psychotrauma et prévoir un logiciel unique pour centraliser leurs données d'activité. Le déploiement des nouvelles UAPED est actuellement géré par l'État via les ARS. Malgré une instruction du ministère de la Santé et du Secrétariat d'État à l'enfance et aux familles de 2021, qui a mis en place un protocole commun, il manque une cohérence d'ensemble. À ce titre, La Voix de l'Enfant a émis des critiques sur ces nouveaux déploiements, reprochant un manque de coordination dans l'organisation et dans les créations au niveau national. Quelles seraient vos propositions d'amélioration ? Lors de notre audition des représentants des forces de l'ordre, ces derniers ont évoqué un risque de saturation ou d'accessibilité, notamment la nécessité de disposer de permanence durant le week-end, mais aussi un besoin d'uniformisation sur tout le territoire. Enfin, comment mieux diffuser le protocole NICDH auprès des enquêteurs, mais aussi d'autres formations, et notamment comment adapter ce protocole aux mineurs victimes en situation de handicap. S'agissant des chiens d'assistance judiciaire, le ministère de la Justice a signé une convention nationale avec l'association Handichien qui prévoit la présence d'un chien par département. Cet objectif vous semble-t-il réaliste? Rencontrez-vous des difficultés sur le terrain? J'en ai terminé. Je vais donner la parole aux représentantes. Ah, c'est vous d'abord. Excusez-moi. Écoutez, voilà, vous prenez dans l'ordre que vous désirez la parole, chacune et monsieur à tour de rôle. Voilà, merci. Je vous laisse répondre. Moi, si vous permettez. Oui, c'est bon. Merci. Si vous le permettez, je pense que La Voix de l'Enfant va laisser
la parole au docteur Barbara Tisseron, parce qu'il y a 25 ans, lorsque la Voix de l'enfant a créé les premières, ce qu'on appelle à l'époque des permanences d'accueil en milieu hospitalier d'enfants victimes, nous nous sommes avant tout appuyés sur la pratique de professionnels tels que le docteur Tisseron. Donc je pense que c'est important que vous entendiez d'abord. Ce n'est pas que nous ne soyons pas professionnels, puisque Mme Montes est psychologue et moi-même travailleur social, ancienne travailleur social, mais je crois que c'est important parce que le quotidien, et après nous on vous dira, parce que vous posez les questions sur le déploiement, sur les risques de saturation, etc. Là on pourra vous répondre. Si vous... Bien, merci de votre invitation. Je ne sais pas, est-ce que en préambule, vous avez besoin que je rappelle le fonctionnement d'une UAPED, ou est-ce que c'est clair pour tout le monde dans un fonctionnement du quotidien Ah oui, voilà. J'avais un problème de micro. Rappeler ce qu'est le fonctionnement de l'UAPED, parce que nous sommes filmés et chacun des concitoyens pourra revoir cette audition. Alors, notre UAPED, mais je pense qu'on a un fonctionnement assez similaire en fonction des différentes UAPED. Finalement, comment nous sont adressés les enfants ? Les enfants, ils nous sont adressés à 90% par la justice et 10% hors justice. Alors, la justice, ça veut dire quoi ? Ça veut dire sur-réquisition de justice. Ça veut dire que, par exemple, soit des parents sont allés au commissariat ou à la gendarmerie porter plainte parce que leur enfant leur a fait une révélation de violence, quelle qu'elle soit, soit qu'il y a eu par différents professionnels un signalement au procureur de la République, et le procureur de la République dit il faut que cet enfant soit entendu, et à ce moment-là, il demande une enquête, et c'est comme ça que nous sommes sollicités pour que ces enfants nous soient adressés, soit auditionnés dans nos locaux, soit examinés sur le plan médical, soit s'entretiennent avec la psychologue. Donc ça, c'est 90% des situations des enfants qui nous arrivent dans notre unité. Et puis dans 10% des cas, on va être sollicité en direct par les familles elles-mêmes parce qu'elles ont une inquiétude, par des professionnels de la petite enfance, par tout professionnel qui vont nous adresser des enfants et qui vont nous dire on a une inquiétude, quelle que soit le type de violence, pour nous demander un avis. Je rappelle qu'on reçoit des enfants de 0 à 18 ans, tout type de violence physique, psychologique, sexuelle, les enfants exposés aux violences conjugales, les négligences lourdes, les adolescentes en situation de prostitution, tout type de violence. Et donc, quand on reçoit ces enfants hors réquisition de justice, on va recevoir ces enfants en équipe pluridisciplinaire, toujours parce que un diagnostic de maltraitance, c'est compliqué de donner un avis seul. Et donc, on va recevoir ces enfants à minima avec le pédiatre légiste. Nous, on a la chance d'être 2 pédiatres légistes dans notre unité. Le pédiatre légiste, l'infirmière, la psychologue, l'assistante sociale. De façon à avoir un regard plus réel sur la situation et de pouvoir recevoir les parents, recevoir ce qu'on appelle l'anamnèse, l'histoire de cet enfant. Qu'est-ce qui fait qu'il y a des inquiétudes qui ont été soulevées ? Ensuite, l'enfant est reçu par la psychologue. Et ensuite, moi, je l'examine sur le plan médical. Et puis ensuite, en équipe, on refait le point ensemble et on dit est-ce qu'on est inquiet, est-ce qu'on n'est pas inquiet.
et à quel niveau, c'est-à-dire est-ce qu'on est suffisamment inquiet pour dire on va adresser un signalement au procureur de la République parce que l'enfant est en danger. Est-ce que c'est plutôt des inquiétudes d'ordre un peu moindre, c'est-à-dire sur les conditions de vie? À ce moment-là, on va adresser une information préoccupante au conseil départemental, ou parfois on n'a pas d'inquiétude et on le signale à la personne qui nous sollicite et on dit on n'est pas inquiet pour ce pourquoi vous nous sollicitez. En revanche, on reste à votre disposition, vous pouvez nous ressolliciter s'il y a d'autres éléments qui arrivent. Parfois aussi, les personnes viennent nous solliciter pour quelque chose et c'est autre chose qui va émaner, qui va nous inquiéter. Je peux vous donner un exemple. Par exemple, dans les situations de séparation conflictuelle, une maman va venir nous voir et nous dit « Je me demande si mon enfant n'est pas victime de violences sexuelles de la part de son papa. » Et nous, on sent que c'est les éléments qui nous sont apportés, c'est pas ça qui nous inquiète, parce qu'on n'a pas suffisamment d'éléments pour dire que nous, on a des inquiétudes en ce sens. En revanche, on sent que l'enfant, il est au centre d'un conflit parental extrêmement important et que éventuellement, ça peut nuire à son bon développement. Et parfois, ça peut nous arriver de faire une information préoccupante parce qu'on sent que ça peut mettre en danger l'enfant. C'est pas toujours bien perçu par les parents parce qu'il vient nous solliciter pour un motif et nous, on va alerter sur un autre motif. Donc ça, c'est toute la partie hors réquisition de justice. Si on revient sur la partie réquisition de justice, la porte d'entrée, c'est les secrétaires de l'unité. C'est une porte d'entrée extrêmement importante, je le souligne toujours, parce qu'en fait, elles reçoivent les appels des enquêteurs, des familles, et elles gèrent le degré d'urgence. C'est très important de savoir dans quel degré d'urgence on va recevoir les enfants. Le degré d'urgence, ça peut être là, tout de suite, dans l'immédiateté, dans 1 heure. Hier, par exemple, on a reçu un appel téléphonique, une jeune qui venait de révéler à l'école qu'elle était violée toutes les semaines de façon répétée depuis 1 mois et demi. C'était une extrême urgence. Les derniers faits dataient de 3 jours. L'extrême urgence était liée au fait que dans cette situation, il faut faire des prélèvements ADN, donc il faut la recevoir en extrême urgence. Donc il n'y avait pas d'autre choix que de la recevoir hier après-midi. Donc quand c'est comme ça, nous, ce qu'on a décidé à Orléans, c'est de garder des créneaux d'urgence tout le temps, tous les jours, pour pouvoir recevoir ces enfants en urgence. Parce que au fur et à mesure, nous, notre UAPED existe depuis 15 ans. Au départ, nous, c'est pas comme les UAPED qui se créent maintenant, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, une UAPED qui se crée, tout le monde sait qu'il y a une UAPED qui se crée. Le nom UAPED est connu. Nous, quand on a créé notre UAPED il y a 15 ans, notre montée en charge n'était pas celle que les UAPED connaissent aujourd'hui. Donc, on pouvait mettre des rendez-vous au fil de l'eau. Et puis, rapidement, on s'est rendu compte que, finalement, quand il y avait des urgences, on ne pouvait pas y répondre, ou alors moyennant annulation de rendez-vous, ce qui n'était pas bien pour les enfants, pour les familles, pour les enquêteurs. Donc, voilà. Donc, on garde des créneaux d'urgence tous les jours. Et pour les faits les plus anciens, on les décale un petit peu dans le temps pour pouvoir garder ces créneaux d'urgence. Donc, les secrétaires, elles sont très au fait des urgences médico-légales. Donc, ça peut être les agressions sexuelles, ça peut être les enfants qui arrivent à l'école, qui arrivent avec une trace sur le visage, qui disent « mon papa m'a tapé ». À ce moment-là, il y a un signalement qui part en urgence au procureur. Le procureur dit « il faut l'emmener à l'UAPED ». Il est auditionné, on l'examine, et puis on évalue avec les enquêteurs. Est-ce que là, ce soir, il peut retourner à la maison ou il ne peut pas retourner à la maison ? Ça peut être donc des urgences médico-légales, mais ça peut être aussi des urgences judiciaires. C'est pas une urgence médico-légale d'examiner l'enfant là tout de suite, mais il y a un auteur présumé qui est en garde à vue. Et la garde à vue, c'est 24 heures, 24 conductives, 24 heures. Et les enquêteurs, ils ont besoin qu'on leur donne un certificat médical sur le temps de la garde à vue. Donc nous, il faut qu'on voit l'enfant sur ce temps de la garde à vue.
Donc l'enfant, il n'a pas forcément des blessures très importantes, mais il faut qu'on puisse l'examiner sur ce temps de la garde à vue. Donc il faut qu'on soit très en lien avec les enquêteurs pour pouvoir répondre aux contraintes des uns et des autres. Donc les secrétaires, elles connaissent bien ça, elles sont très en lien bien sûr avec nous, les médecins, avec les psychologues, pour pouvoir répondre à ces enquêteurs. Une fois que le rendez-vous est fixé, l'enfant il arrive dans notre unité, il est accueilli par une infirmière qui va être le fil rouge de l'enfant tout au long de sa présence dans l'unité. Et elle va être là pour lui expliquer comment les choses vont se passer pour lui tout au long de sa présence, et elle ne va pas quitter cet enfant tout au long de sa présence dans l'unité. Elle va l'accompagner jusqu'à la salle d'attente et elle va observer son comportement, son lien avec ses accompagnants. Il faut savoir que parfois, l'enfant il peut être accompagné par l'auteur présumé des faits. Ce n'est pas toujours, mais c'est quand même assez régulier. Ce qui, en premier lieu, met l'enfant en difficulté, bien sûr. C'est l'enfant qui est le plus en difficulté quand c'est comme ça. Nous aussi, bien sûr, mais en premier lieu, bien sûr, c'est l'enfant. Il faut savoir que dans la localisation chez nous, il y a la salle d'attente, la salle d'audition et la salle technique, qui est la salle où nous, on va écouter l'audition. Et quand un enfant, on comprend bien que quand un enfant est auditionné et qu'il sait que le parent agresseur, il est dans la salle d'à côté, c'est quand même très compliqué d'avoir à se confier à un enquêteur quand on sait que le parent il est à côté. Il ne peut pas entendre, c'est suffisamment bien insonorisé, mais quand même, sur le plan symbolique, c'est quand même très compliqué. Ce d'autant que on peut bien comprendre que pendant tout le trajet, le parent il a eu le temps de dire « tu te tais, tu ne racontes pas aux enquêteurs ». Donc, et puis après, il y a toutes les menaces après, en partant. J'espère que tu n'as rien dit. Donc, c'est très compliqué pour un enfant d'être accompagné. Alors, il y a toute la problématique de pouvoir éventuellement être accompagné par des administrateurs ad hoc, mais il n'y en a pas suffisamment, donc voilà, ça reste compliqué. Autre chose, c'est que parfois les enfants peuvent être, pour surseoir à ça, les enfants peuvent être accompagnés par des enquêteurs, mais il a été dit que les enquêteurs n'avaient pas le droit d'aller... Alors, certains n'avaient pas le droit d'aller chercher les enfants à l'école. Alors, ça dépend des brigades. Il y en a qui le font, il y en a qui ne le font pas. Parce que si jamais ils avaient un accident sur la route en allant chercher l'enfant à l'école et en nous l'amenant, ils n'étaient pas protégés. Alors, c'est très compliqué d'arriver à savoir si ça devait arriver, s'il serait protégé par la procédure judiciaire et par le fait que c'est demandé par le procureur de la République de nous les amener. En tout cas, il y a des enquêteurs qui nous les amènent, d'autres qui ne le font pas parce que ça leur est interdit. Voilà, donc ça reste compliqué quand les enfants arrivent avec les parents. Donc parfois, ils n'ont pas le siège auto. Parfois, ils n'ont pas le siège auto. Et donc, là, c'est encore plus compliqué. Donc l'infirmière, elle accueille l'enfant dans la salle d'attente. C'est une phase d'observation très importante parce qu'elle va observer son état émotionnel, comment est disposé l'enfant pour aller discuter ensuite avec l'enquêteur, son niveau de langage quand ce sont des petits, sa relation avec le parent, est-ce qu'il y a un lien, est-ce qu'il n'y a pas trop de lien, son état d'hypervigilance aussi. Parfois, il y a des enfants qui sont dans un état d'hypervigilance parce que nous, notre UAPED, elle est installée dans la consultation de pédiatrie. Et donc, il y a des enfants qui, de façon habituelle, passent dans le couloir pour aller voir d'autres pédiatres. Et donc, c'est un service de pédiatrie. Ça rigole, ça joue, ça parle. Et il y a des enfants sur des bruits même totalement anodins, qui vont sursauter. Et on est très attentif à ça parce que c'est des enfants, pourtant l'infirmière va rester avec l'enfant, va jouer, va faire une activité avec lui et sursaute au moindre bruit. Et donc cette hypervigilance-là, elle peut être un signe de syndrome de stress post-traumatique. Donc c'est très informatif pour nous d'avoir ces éléments-là. Et donc, quand l'infirmière constate que l'enfant est très stressé, qu'il y a un niveau de langage peu élaboré, elle va venir donner toutes ces informations-là à l'enquêteur avant qu'il ne débute l'audition, pour qu'il ait ces informations-là avant de débuter l'audition.
c'est aussi le rôle de l'infirmière d'expliquer qu'on a un chien chez nous. Et donc, ça va être, en fait, rapidement, le chien d'assistant judiciaire, son rôle premier, en fait, c'est d'assister les enfants au moment de l'audition. Donc, c'est ça son rôle, en fait, hein, qu'ils soient moins stressés, qu'ils soient plus enclins à être plus détendus, et donc, finalement, pouvoir discuter plus facilement avec l'enquêteur. Mais en fait, nous, ça fait 3 ans, un peu plus de 3 ans qu'il est chez nous. Et en fait, ce dont on s'est rendu compte, c'est que le fait que l'infirmière puisse proposer aux enfants et aux ados sa présence, finalement, ça crée un lien de communication au moment où ils arrivent. Et on s'est rendu compte qu'en fait, il était bien plus qu'un bienfait au moment de l'audition seule. C'était aussi un bienfait dès l'arrivée des enfants et des adolescents. Et que c'était déjà arrivé que des adolescents arrivent, la casquette sur la tête, les mains dans les poches, le pull remonté jusque-là. Et qu'au moment où l'infirmière dit tu sais, est-ce que tu aimes les chiens? Parce que nous, ici, on a un chien. Alors déjà, la casquette se retire, les mains se retirent du pull, le blouson s'ouvre, et il y a un premier sourire qui arrive. Déjà, ils sont un peu interloqués de se dire qu'on puisse avoir un chien à l'hôpital. Et ça y est, la communication arrive, mais ça crée aussi un lien de communication avec les accompagnants qui se disent, tiens, mon enfant ne va pas être tout seul dans la salle d'audition avec l'enquêteur. C'est un stress en moins de les voir partir tout seul avec l'enquêteur. Et on a eu un exemple d'une jeune qui est arrivée extrêmement en colère, qui ça a duré un quart d'heure. Elle ne voulait pas laisser l'infirmière parler. Et l'infirmière lui disait, je comprends que tu sois très en colère, mais tu vas au moins dire à l'enquêteur que tu ne veux pas lui parler. Et elle criait, elle ne voulait pas. Et elle a fini par lui dire ce qu'elle ne fait jamais. Bon, écoute, bouge pas, je vais chercher un chien. Et finalement, elle est allée chercher le chien. Et la jeune s'est assise, elle a dit, ah bon, mais il est trop mignon, mais pourquoi vous avez un chien? Et ça a été terminé. Non seulement ça a été terminé, c'est que sa colère s'est apaisée aussitôt, et en plus, elle a pu passer de la salle d'attente jusqu'à la salle d'audition. Donc ça a fait, ce chien, c'est aussi, ça sert d'autonomisation des enfants et des adolescents de cette salle d'audition, de la salle d'attente jusqu'à la salle d'audition, puis de la salle d'audition jusqu'au bureau de la psychologue, et de la salle de la psychologue jusqu'à ensuite notre salle d'examen. Pour l'audition, c'est incontestable que ce chien, il aide les victimes à les canaliser. Alors, nous, au départ, on s'est, de façon comme ça, un peu intuitive, on s'était dit, en dessous de 7 ans, on ne le proposera pas. Et en fait, on le propose pour les petits aussi, parce qu'on s'est rendu compte que c'était un bienfait aussi pour les petits. En fait, la grande inquiétude au départ, c'était est-ce que ça va créer de la distraction au moment de l'audition, et il ne fallait pas que ça crée de la distraction. En fait, sur toutes les auditions qu'on a pu faire, ça n'a jamais créé de distraction. La plupart du temps, le chien n'est jamais refusé. Quasiment l'année dernière, sur plus de 250 auditions faites avec le chien, il y a eu une dizaine de refus, mais plus parce que les ados en avaient un petit peu peur, ou ça les intéressait pas plus que ça, mais sinon on a extrêmement peu de refus. Pour les enfants hyperactifs, on voit des petits, des 6 ans, 7 ans, qui vont nous démonter la salle d'attente avant et après, pendant qu'on va les examiner, et qui sont capables de rester allongés par terre avec le chien pendant 20 minutes sans bouger, mais sans bouger. Donc vraiment, le chien apporte vraiment une sécurité pendant l'audition, et ça leur permet de se concentrer aussi pour répondre aux enquêteurs. Donc vraiment, assister à ces auditions avec le chien, vraiment, ça ne peut que emporter l'adhésion. Alors bien sûr, il faut savoir continuer à travailler sans le chien, parce qu'il a des vacances, il a une vie, donc on continue à savoir travailler sans lui, mais vraiment, c'est un outil très intéressant. Et oui. Est-ce que vous pouvez dire dans quelles conditions il vit? Alors, il vit. Votre examen avec une jeune et le chien. Oui, alors. Si je peux me permettre. Oui. Alors, je finis sur ses fonctions parce que
c'est ce que je vous disais en préambule, c'est-à-dire qu'on s'est rendu compte qu'il montait en compétences, et qu'il n'est pas capable d'être là que pour l'audition. Il fait aussi des accompagnements de soins, c'est-à-dire que on le propose aussi au moment de l'examen médical. Et il y a une jeune fille qui était venue une première fois faire une audition. C'était des violences sexuelles intrafamiliales. Elle avait refusé, elle avait rien dévoilé pendant l'audition et elle avait refusé l'examen gynécologique. Elle repart. La procédure judiciaire continue, mais nous, on n'est pas informés de cela. Ça se passe hors nos murs. Je suis contactée par le juge d'instruction qui me dit « Je voudrais que vous examiniez cette jeune dans le cadre de l'instruction ». Donc, on convoque cette jeune parce qu'elle avait, du coup, révélé les faits lors d'une autre audition, mais pas chez nous. Dans le cadre de l'instruction, elle avait dit qu'effectivement, il s'était passé des choses. Donc, on la reconvoque. Et de nouveau, elle refuse l'examen gynécologique. Et à ce moment-là, on se concerte avec l'infirmière chez qui vit ce chien. Et on parle à mi-mot, en fait, un peu à voix basse, mais elle nous entend. Et je lui dis, mais on pourrait peut-être proposer avec le chien. Et on l'avait encore jamais fait. Et elle nous entend. Et elle me dit, mais moi, je le connais, ce chien. En fait, la première audition s'était faite avec le chien. Et on lui dit, est-ce que tu crois que si le chien était là, présent, tu accepterais de faire cet examen ? Je précise que chaque examen est toujours fait avec le consentement de la victime, bien sûr. Il ne s'agissait pas de la forcer, mais il s'agissait de lui proposer dans un cadre qui puisse la sécuriser. Et elle a dit, oui, je crois que je voudrais bien. Et donc, on a fait l'examen avec le chien. Et en fait, sans qu'on ne dise rien, en fait, on l'a fait monter. En 5 minutes, on lui a appris à monter sur un petit strapontin, en fait. Donc, l'UAPED, il faut être très... faut être très réactif, il faut s'adapter à tout. Et on lui a appris à monter sur un tout petit strapontin en l'espace de quelques minutes. Et en fait, il est venu poser sa tête juste là, sur la table d'examen, à hauteur du visage de la jeune fille. Et en fait, nous, on était concentrés sur ce qu'on était en train de faire, on lui parlait. Et à un moment, on a levé la tête et on s'est trouvé nez à nez avec cette image. Et voilà, c'est une émotion qu'on n'oubliera jamais, parce qu'en fait, ce chien-là, il avait compris que c'était ça qu'il fallait faire, en fait, à ce moment-là. Et en fait, il a intégré, parce qu'on dit toujours la même phrase maintenant, et quand on lui dit « tu veux qu'Orco soit là ?» et maintenant, il sait ce que ça veut dire, et maintenant, il monte tout seul sur le marchepied. Et il y a encore la semaine dernière, on faisait l'examen d'une jeune adolescente de 11 ans, et on lui avait pas proposé, mais elle s'est mise à pleurer pendant l'examen. Et en fait, de lui-même, il s'est levé, et il a dû se dire, il y a quelque chose qui ne va pas. Et il est monté de lui-même, alors qu'on n'avait pas dit cette fameuse phrase, et il est monté de lui-même sur le marchepied pour venir se mettre... Donc voilà, c'est un vrai atout pour nous, et pour nous, oui, pour nous, parce que ça nous permet de nous dire qu'on accompagne au mieux ces enfants victimes, et bien sûr pour ces enfants. Au quotidien, il vit avec une des infirmières de notre UAPED, donc il a une vie de chien normale, je dirais, en tout cas, enfin pas ordinaire, mais en tout cas, on fait très attention que s'il y a eu plusieurs auditions, des auditions un peu compliquées, on le met en retrait pour qu'il soit protégé. Donc on fait très attention à lui. Voilà, c'est très important pour nous. Ce que je voudrais vous dire aussi, c'est que depuis presque 1 an maintenant, nous avons créé une permanence de gendarmes spécifiquement formée au recueil de la parole de l'enfant. L'idée, c'était que
plutôt que de risquer d'avoir des auditions qui se fassent dans nos locaux par des gendarmes qui ne soient pas formés au recueil de la parole de l'enfant, au protocole Nietzsche, qui est un protocole qui a été développé par une psychologue canadienne qui favorise le récit libre avec des questions ouvertes, pas de questions fermées, pas de questions suggestives. Dont on sait que c'est un protocole qui permet, outre le fait que ce ne soit pas des questions suggestives, que ça permet aussi d'avoir jusqu'à 30% d'informations supplémentaires par rapport à un recueil à des auditions standards, on va dire. L'idée, c'était d'avoir un groupe de gendarmes, toujours les mêmes, qui soient à demeure chez nous. Alors, on a commencé par 2 jours par semaine, mais ça s'étend et c'est plutôt maintenant 3 jours par semaine, voire parfois 4 jours par semaine, et que ces gendarmes qui sont formés à ce recueil de la parole de l'enfant fassent toutes les auditions des brigades de gendarmerie de toute la compagnie du Loiret. Et ça permet d'être sûr que les enfants soient tous auditionnés par des gendarmes formés. Outre le fait qu'on ait l'assurance ainsi que les enfants soient tous auditionnés par des enquêteurs formés, vous l'avez dit tout à l'heure, l'importance de la pluridisciplinarité, ça nous permet de travailler effectivement encore plus en pluridisciplinarité parce qu'on se connaît bien. Et ça, c'était un point sur lequel je voulais vraiment insister parce que travailler toujours avec les mêmes personnes, ça permet de travailler en confiance, bien se connaître les uns les autres, tout en gardant bien nos spécificités professionnelles d'enquêteurs, de médecins, de psychologues, d'assistantes sociales. Mais ça permet de travailler en bonne intelligence, toujours autour de l'enfant. Je pourrais vous donner un exemple, mais il y a quelques années de cela, quand une audition se faisait et que l'enfant, l'audition n'était pas très probante, un enfant donnait des éléments pas très probants et qu'on n'était pas sûr qu'il y ait eu vraiment des violences sexuelles avérées, les enquêteurs, on disait, on pense qu'il ne faut pas examiner cet enfant, parce que voilà, ça rajoute du traumatisme et que finalement l'audition, elle apporte rien. Et pourquoi on va faire cet examen ? Il y avait des enquêteurs qui pouvaient nous dire, si comme ça lui fera un examen gynécologique. Et on disait, mais en fait, on n'est pas là pour faire un examen gynécologique. On est là pour faire un examen médico-légal qui va apporter des éléments probants à une procédure judiciaire, mais on n'est pas là pour faire un examen gynécologique. Alors après, il passait outre comme ça et il disait, oui, mais le procureur l'a demandé. Et donc, moi, je disais, mais s'il faut, moi, je décroche mon téléphone et je vais discuter avec le procureur et je vais lui dire que si moi, je ne peux pas apporter d'éléments avec cet examen pour aider la procédure judiciaire, je ne vais pas faire un examen qui va rajouter du traumatisme aux mineurs. Ça ne sert à rien. Et aujourd'hui, ça, c'est vraiment une discussion qu'on a avec les enquêteurs, parce qu'on se fait confiance, parce qu'on se connaît. Et donc c'est des discussions. Je n'entends plus ces phrases, en fait. C'est terminé, ça. Et ça, on n'a plus besoin de dire on va téléphoner au procureur pour avoir son accord. On discute de cela ensemble. Et même à la limite, ils devancent. Ils me disent c'est pas la peine d'examiner cet enfant, c'est pas nécessaire. On est vraiment en accord pour se dire on est là tous ensemble autour de l'enfant pour son intérêt supérieur. Et ça, c'est très important. L'autre chose, c'est que en cas d'urgence, on est déjà tous sur place. C'est-à-dire que si jamais une urgence se présente, ce qui a été le cas hier, par exemple, c'était le jour de la permanence gendarme. La gendarme était là et elle pouvait faire l'audition in situ. L'autre chose, c'est que, par exemple, si jamais une situation d'urgence se présente aux urgences, là, hier, on a eu l'appel téléphonique via nos secrétaires. C'était une demande d'une gendarmerie, mais si un enfant se présente aux urgences
et que les faits allégués à l'arrivée aux urgences, on sait que d'emblée les faits sont extrêmement graves et que si nous on fait une évaluation pluridisciplinaire sans les gendarmes, on sait d'emblée qu'on va aller au signalement et que c'est le jour de la permanence gendarme, on en discute ensemble et on dit finalement autant faire tout de suite l'audition, l'examen médical, l'entretien psychologique, comme ça on ne fait pas répéter la parole de l'enfant. Je ne sais pas si vous avez notion de ça, mais l'enfant, quand il arrive dans une UAPED, en moyenne, il a déjà répété 7 fois sa parole. Et donc, quand on sait à quel point c'est une source de surtraumatisme, vraiment, on essaye de faire tout pour que les choses ne soient pas répétées. Quand les enfants sont auditionnés, ça arrive hors nos murs, à la gendarmerie ou au commissariat. Ce qu'on fait, c'est qu'on demande, mais qu'il faut quand même les examiner et les voir sur le plan psychologique, on demande aux enquêteurs de nous envoyer copie de l'audition qui a été faite hors nos murs, de façon à ce qu'on en prenne connaissance. Et on le lit avant et on en fait un résumé à l'enfant en disant « J'ai pris connaissance de ton audition, je t'en fais un résumé, tu me dis si tu dois corriger des choses, rajouter des choses, de façon à ce qu'il ne nous le répète pas. » C'est vraiment un principe qu'on a de ne pas leur faire répéter. Qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus? Juste pour le chien, je refais un tout petit retour sur le chien. Le fait d'avoir un chien en UAPED, ça permet là aussi de faire bénéficier le maximum d'enfants, que le maximum d'enfants puissent bénéficier du chien. Nous, on a beaucoup de chance à Orléans parce qu'on a 2 chiens sur notre ressort. Un chez nous, à l'UAPED, et un confié à l'association d'aide aux victimes. Ce qui veut dire que les enfants qui sont à l'UAPED bénéficient tous, sauf ceux qui n'en veulent pas, du chien. Et quand ils vont au tribunal, bureau du juge d'instruction ou cour d'assises, ils ont l'autre chien. Et donc, il y a vraiment une continuité dans l'accompagnement des enfants avec le chien. Donc, c'est vraiment un plus. Si jamais il y avait eu le chien que confié à l'aide aux victimes, ça ne serait pas gérable que le chien nous soit amené pour qu'il puisse être amené à l'UAPED, sauf à dire qu'il faudrait nous le déposer le matin à 9h et qu'on vienne le rechercher à 17h. Donc, moi, mon sentiment, c'est que dans les UAPED, pour que les enfants bénéficient au maximum du chien, c'est qu'il faut qu'il soit à demeure. Voilà. Écoutez, je vous remercie. Je suis la maîtresse aussi de l'horloge du temps, pardon. mais ça vous laisse, on a encore jusqu'à 15h30, que vous puissiez chacun vous exprimer. Ensuite, mes collègues vous poser les questions qu'elles ont envie de poser. Et je suis sûre qu'il y en aura de nombreuses. Donc, je laisse maintenant la parole donc à Madame Brousse. Merci, Madame Perron, et encore merci de nous entendre aujourd'hui. Mais Oui, pardon. Merci, Madame la Présidente, et merci à chacune et chacun de prendre le temps de nous entendre. Mais je souhaitais vraiment que vous ayez d'abord la vie et le parcours d'un enfant qui arrive dans une unité d'accueil et comment travailler l'équipe, qui est une équipe pluridisciplinaire dans l'unité d'accueil. Je crois que c'était important et je reviendrai au fur et à mesure. Et je vais le reprendre en fait, et bien entendu, et le docteur Tisseron et Madame Montes, à qui je laisserai la parole sur une question que vous avez posée justement sur le déploiement. Mais je vais rebondir sur le chien. Pourquoi ? Parce que la voix de l'enfant suit plusieurs unités qui ont accueilli des chiens. Donc la première étant à Orléans avec Orco, la deuxième à Vannes avec Rumba, et la troisième unité, Saint-Lô, avec Ravel. On en attend des chiens, mais je découvre et je comprends mieux pourquoi nos unités ont du mal à avoir des chiens, puisqu'il y a eu un protocole de signé, je viens de découvrir, que je ne savais pas, avec la justice, et que vous savez, à un moment donné, quand l'État reprend les choses, on s'en réjouit tous, à une condition, c'est que l'administration n'y mette pas trop son nez. Parce qu'à ce moment-là, c'est très compliqué, et on y reviendra sur les unités d'accueil.
Et de ce fait, on a par exemple, nous, et on ne demande pas en plus là, à l'État, ni à quiconque, ni au SADJAV, ni à quiconque, à l'association de victimes, de prendre en charge financièrement la participation aux chiens, puisque nous avons des donateurs privés, entre autres des entreprises, qui veulent parrainer un chien pour une unité d'accueil. Je rebondis sur ce qu'a dit le docteur Tisseron. L'exemple nous a montré, je connais celle de l'expérience de Cahors, où le chien vit dans une caserne de pompiers. Donc vous voyez, le chien, il est tranquille pour récupérer la nuit, puisque s'il y a la sirène et autres, c'est quand même compliqué. C'est des chiens qui travaillent. Et en plaisantant, mais ce n'est pas une plaisanterie, nous sommes en train de réfléchir à un code du travail du chien en unité d'accueil. Parce que ce n'est pas acceptable. Je discutais avec une juridiction qui a un chien et qui se pose des questions parce que le chien, il devient de plus en plus distrait parce qu'il passe de la personne âgée à l'enfant qui va arriver, d'une cour d'assises à une cour d'appel, en passant par la salle des pas perdus, etc. Et l'insistance qu'a le docteur Tisseron sur un chien, oui, dans chaque unité et pour l'unité. Et un chien qui vit, et nous, ça c'est la seule condition que nous avons pour participer à l'arrivée d'un chien dans une unité, c'est qu'il ait un maître ou une maîtresse, ou une famille en tous les cas, où il rentre tous les soirs, où il va partir en vacances, où il va avoir ses week-ends. On a quelques photos, enfin même de beaucoup de photos d'Orco à la plage, voilà, avec les enfants. Bon. C'est très important parce que j'espère que vous aurez l'occasion d'aller à Orléans ou à Vannes, parce qu'avec Rumba, c'est la même chose, et avec Ravel. Ce sont des chiens qui ont leur univers. Hein, et un chien reste un chien. Il a beau avoir toutes les capacités d'adaptation, c'est pas comme un être humain qu'on va déplacer d'une pièce à l'autre. Il a son univers et pour moi, voir évoluer Orco et Rumba, c'est vrai que moi, Ravel, on l'a vu il y a pas longtemps, mais c'est vrai que c'est extraordinaire de voir que ce sont des chiens aussi qui d'une part, qui s'épanouissent et en même temps, qui trouvent au fur et à mesure leur place. Ils prennent parfois des initiatives comme docteur Tisseron, ils vont monter tout ça. Parce que, bon, voilà. Et on est dans de l'éducation et pas du dressage. Parce que j'ai quand même entendu dans une juridiction où on m'a parlé de dressage. Voilà. Et je pense que, et c'est pour ça que je suis ravi qu'Andy Chien soit là, parce que ce ne sont pas des chiens de la SPA. Les chiens de la SPA, vous savez que les États-Unis ont fait une étude. Sur 100 chiens de la SPA, il y en avait 1,5 qui pouvaient répondre 1,5. C'était intéressant, le demi, parce qu'ils n'étaient pas sûrs. Bon, il y en a un où ils étaient à peu près sûrs. Mais voilà, je crois que ce sont des chiens qui sont particuliers. Pour nous, c'est vraiment... en plus, à la Voix de l'Enfant, on a des mascottes de chiens aussi, donc à la Voix de l'Enfant même, donc de la SPA. Donc on connaît leurs réactions. Et ce sont quand même des chiens qui ont été traumatisés pour être à la SPA. Et ne serait-ce que le traumatisme de l'abandon, s'ils n'ont pas été maltraités, c'est aussi un traumatisme. Donc attention aux choix qui sont faits. Je me permets de faire cette parenthèse parce que ça fait quand même maintenant quelques années avec le docteur Tisseron que nous travaillons, et c'est ça qui est formidable, c'est de travailler aussi en transversalité, de nous appuyer sur les pratiques des équipes pluridisciplinaires, et en même temps, nous, d'accompagner des initiatives. Alors, je rebondissais sur cette question. Je vais aussi rebondir. À un moment donné, le docteur Tisseron a parlé des enquêteurs, ou des gendarmes ou policiers qui peuvent aller chercher les enfants à l'école. Il faut que vous sachiez qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus d'auditions qui se font dans le sein même des écoles. C'est scandaleux. Scandaleux. C'est-à-dire que les enfants voient arriver tout d'un coup des policiers ou des gendarmes, et on va devant les copains et copines, et on va les emmener quelque part pour faire une audition. Je crois que ça, il faut qu'on le dénonce. C'est une atteinte. Moi, je vous parle parce que je considère que je suis face à la délégation des droits de l'enfant. Et c'est une atteinte aux droits de l'enfant. Vous avez aussi parlé, alors je prends je vais pas forcément un petit peu dans le désordre, excusez-moi, mais vous avez aussi parlé vous avez entendu les enquêteurs. Il faut quand même savoir que, et on reviendra un peu sur le déploiement et l'historique des unités, mais il faut savoir qu'aujourd'hui, 80% des auditions dans les unités d'accueil sont faites par des gendarmes. Les policiers ne se dérangent pas.
Et ils ne veulent pas se déranger. C'est pas qu'ils ne peuvent pas. Je vais vous donner un exemple. J'étais à la juridiction. On nous dit non, c'est pas possible. On a une voiture qui a 200 000 km, on ne peut pas la prendre. Je dis qu'à Saint-Étienne, on a Suzuki comme partenaire. Hein, et devant eux, j'appelle Suzuki. Ils mettent à disposition une voiture. On attend toujours la demande. Hein, c'est-à-dire que quand on apporte des réponses, ils vont trouver un autre obstacle pour ne pas se déranger. Et il faut quand même savoir que ce soit à Orléans, que ce soit à Nantes avec le docteur Vabre, que ce soit dans d'autres unités d'accueil, ce qui est très difficile, et notamment pour l'enfant, c'est que les auditions ont lieu dans les commissariats de police, comme nous sommes. C'est-à-dire que l'enquêteur est derrière ou devant son clavier, devant son écran, l'enfant est derrière, l'enquêteur lui fait répéter à chaque fois, est-ce que c'est bien ce que tu as dit ? Donc vous voyez, ça veut dire que l'enfant va entendre ce qu'il a redit, ce qu'il a dit, il va le réentendre, il va falloir qu'il confirme, c'est bien ce qu'il a dit. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, sur plus de 5000 auditions sur 35 unités qu'on a questionnées, plus de 5000 auditions, chez nous, les auditions, la moyenne, c'est 40 minutes. C'est 3 à 5 minutes pour des tout petits et ça peut être 1h30 pour des plus grands, exceptionnels, bon, mais plutôt 1h30. Donc la moyenne, c'est 40. En commissariat de police ou gendarmerie, c'est entre 1h30 minimum à 5 heures. Vous avez des enfants de 6 ans qui sont entendus pendant 5 heures. Alors, nous, on peut vous le dire, la voix de l'enfant. Pourquoi ? Parce que nous sommes partie civile dans 70 dossiers. Et certes, nous avons des morts tragiques d'enfants, mais nous avons essentiellement des dossiers de situations d'enfants victimes de violences sexuelles, victimes de violences physiques, de négligence aussi. Et quand nous prenons un dossier en tant que partie civile, nous avons donc accès avec notre avocat au dossier. Et donc, nous, notre premier réflexe, c'est d'aller lire les auditions. Donc, vous vous apercevez qu'une audition, pourquoi elle a duré aussi longtemps ? Pourquoi est-ce qu'elle est ? Parce qu'elle n'est pas aussi longue que le temps passé. Puisqu'ils doivent dire ça commence à quelle heure et ça se finit à quelle heure. On se dit, mais pourquoi il n'y a pas tant de pages que ça ? Parce qu'à chaque fois, on fait répéter à l'enfant. Ou on lui relit ce qu'il a dit. Alors vous imaginez le traumatisme, mais surtout, et psychologique pour nos psychologues et pédopsychiatres, ça veut dire qu'au bout d'un quart d'heure pour les petits, même pas, et les plus grands, au bout de 20 minutes, une demi-heure, ils ont décroché. Donc voilà, ça c'est une réalité et c'est tout ce que change l'unité d'accueil. Dans ce lieu qui est un lieu, d'abord en pédiatrie. Si la voix de l'enfant a choisi la pédiatrie, c'est parce qu'on est parti du principe que nous, adultes, si on a des douleurs à l'estomac, on ne va pas voir l'ophtalmo. Bon. Donc, on va voir le spécialiste. Et puis, il ne viendrait pas à l'idée, lors d'une hospitalisation, qu'on nous mette en gériatrie. On va nous mettre dans un service compétent. Pourquoi l'enfant, qui révèle des violences, on l'emmène au commissariat de police, on l'emmène à la gendarmerie, avant même de prendre en compte sa souffrance ? Car quel est le professionnel, ou quels sont les professionnels les mieux à même à diagnostiquer, et je dis bien d'un diagnostic, les causes de la souffrance d'un enfant, si ce n'est le pédiatre. Les pédiatres, le service de pédiatrie, psychologue formé aux enfants et le pédopsychiatre. D'où le choix de la pédiatrie. Et c'est important, parce que la pédiatrie, c'est le lieu d'accueil. Alors, on nous a dit, on dit encore de temps en temps, l'enfant, il n'est pas malade. Mais beaucoup d'enfants passent par les urgences pour accident, ils sont hospitalisés. Ils ont un accident, ils ne sont pas forcément malades. Donc, et puis il y a des enfants qui sont hospitalisés, et juste pour là aussi, pour donner un diagnostic, et qui ne vont pas rester. Donc, voilà. Et surtout quand on voit ces lieux-là, ce sont quand même des lieux très adaptés, protecteurs, sécurisants pour l'enfant, et une équipe pluridisciplinaire. Or, ce n'est plus acceptable non plus quand les enquêteurs vous disent, parce que ça j'ai noté tout de suite, c'est ce que vous nous avez dit pratiquement d'entrée de jeu, charge, il y a une surcharge, il y a un problème d'organisation. C'est eux qui compliquent les choses. Parce que quand vous voyez ce qui se passe à Orléans, quand je vois ce qui se passe à Nantes, et puis qu'est-ce qui fait qu'on ne pourrait pas ouvrir 2 unités ?
pourquoi on n'ouvrirait pas 2 salles d'audition? C'est possible. Donc, voilà. Et donc, ce n'est plus acceptable non plus. Et là, c'est pas le docteur Tisseron, mais je sais que ça en fait partie aussi. Mais j'avais le docteur Nathalie Vabre à Nantes, j'avais aussi le docteur Granger à Brest, qui nous disent, mais on a des enfants qui sont auditionnés en commissariat de police, qu'on nous envoie après sur réquisition. Nous, on a des enfants on a parfois des enfants de 4 ans qui sont auditionnés à l'école, 4 ans, hein, et qui nous emmènent ensuite chez nous. C'est-à-dire qu'on dit, mais c'est quoi l'intérêt en fait? Pourquoi l'audition ne se fait pas chez nous et qu'on les voit après? Quel est le gain en fait? Quel est le gain de temps? Je pense qu'il n'y a même pas de gain. Au contraire, voilà, un enfant doit avoir une équipe pluridisciplinaire, un pédiatre, un pédopsychiatre, alors que les personnes qui l'entendent au sein de l'école ne sont pas spécialistes, hein, pour tout résumer. Alors, est-ce que je passe après voilà, sur le fonctionnement rapidement et le déploiement du temps pour tout à fait. Mais je crois que c'est important quand même parce que c'est des questions sur lesquelles vous allez pouvoir réagir aussi, des points, hein, parce que quand il y a une volonté de la hiérarchie, les choses sont claires aussi. Hein, quand il y a une volonté de la hiérarchie côté police ou gendarmerie, ça fonctionne. Et procureur, parce qu'il faut quand même rappeler que les enquêteurs sont sous l'autorité des procureurs. Et puis, donc, le déploiement rapidement. Hein, jusqu'en 2021, nous étions à 70 à peu près unités d'ouvertes, avec une coordination qui était confiée officiellement à la Voix de l'enfant. Et puis, 2021, bonne nouvelle, nous on s'en réjouit, le ministre, notre secrétaire d'État, Adrien Taquet, nous annonce que l'État reprend les choses en main. On est ravis. Parce qu'on se dit, on a fait notre travail pendant 24 ans ou 23 ans, nous sommes ravis. Hein, la seule chose, c'est qu'il n'y a pas eu de passation. Hein, et que l'État a repris les choses de telle façon, et là je laisse la parole à Madame Montes, hein, qu'elle va vous donner quelques exemples qui dérapent, mais complètement, hein, qu'aujourd'hui, les unités ne fonctionnent plus, celles qui se créent. Hein, ce sont des kits qu'on a installé, ouvert, par contre, un argent distribué de façon aveugle. Bonjour, merci. Oui, comme vous avez dit, Madame la vice-présidente, il y avait les annonces de la prise en charge de l'État des déploiements des SUAPED. Et voilà, la Voix de l'enfant a été très, très contente de la participation de l'État. Mais malheureusement, depuis 2023, même fin 2022, nous sommes très sollicités par les nouvelles SUAPED qui s'ouvrent et qui rencontrent beaucoup de difficultés au niveau de déploiement, organisation, recrutement des professionnels, les financements aussi. Donc il y a beaucoup de méconnaissances des professionnels, de comment faire, quoi faire. Et nous sommes très sollicités pour gérer toutes les sollicitations au niveau national. Donc entre 2022 et 2023, il y avait au moins 40 UAPED qui s'ouvraient en même temps. Et lors des échanges, la Voix de l'enfant participe aussi à des copiles, s'il y a des copiles, parce qu'il y a, ça peut arriver aussi qu'il n'y a pas des comités de pilotage entre les professionnels. Et comme on dit, la ouverture ou la création d'une UAPED nécessite d'environ 18 à 24 mois. Il y a des UAPED qui s'ouvrent en 6 mois, ou même pas. Donc, après l'ouverture et l'inauguration et tout, nous sommes sollicités par les professionnels parce qu'en fait, ils ne savent pas comment on fonctionne, comment faire, qu'est-ce qu'il faut faire d'abord. Il y a aussi l'intérêt toujours de l'audition. Il y a des UAPED qui font d'abord les examens et après l'audition. Nous recevons des protocoles qui met l'information d'abord les examens et après voir si c'est vraiment nécessaire une audition ou pas. Donc il y a quand même l'intérêt des UAPED de faire l'audition, la procédure judiciaire. Donc depuis l'année dernière, lors de aussi notre séminaire national, il y avait la demande et la sollicitation d'une coordination au niveau national, surtout pour accompagner les professionnels des UAPED, les professionnels des centres hospitaliers qui se demandent un accompagnement plus clair
pour les fonctionnements de l'UAPET. Malheureusement, on n'a pas encore ça, mais il y a quand même des UAPET qui continuent à s'ouvrir sans avoir l'information nécessaire sur comment fonctionner, comment faire, comment accompagner les enfants. Juste pour compléter, puisqu'il y a une question aussi financière, hein, il faut quand même savoir que c'est la première fois que nous sommes obligés, et je dis c'est une obligation, de signer des protocoles. Donc je les signe, j'en ai signé à peu près 6-8, avec réserve. Parce que si on ne signe pas le protocole, ils ne touchent pas l'argent. Or, il y a des unités qui s'ouvrent sans salle d'audition. Il y a des unités qui considèrent que comme il y a des salles Mélanie dans le quartier ou autre, eh ben c'est très bien d'y envoyer les enfants. Hein, il y a ce qu'elle vous a dit. Donc aujourd'hui, il faut quand même savoir qu'il y a des hôpitaux. Hein, et là, on a accompagné 2 unités, on y tient parce que la procureure, chaque procureur, 2 jeunes procureurs nous ont appelés à Troyes et à Sens en disant « Attendez, l'hôpital a touché l'argent, mais il n'a jamais été question qu'on ouvre une unité, donc est-ce que vous nous accompagnez ?» Et là, on a fait tout un accompagnement et ça fonctionne, mais ça fait 2 ans. 1 an et demi qu'on les accompagne, donc ça y est, ça va être inauguré, tout le monde travaille ensemble, docteur Tisseron est venu à Sens ou Troyes, je ne sais plus. Donc on partage aussi, parce que ce qui est important, hein, qui est-ce qui a la pratique et l'expertise? Ce sont celles et ceux qui travaillent depuis des années. Hein. Ce n'est pas les 160 000 € ou 120 000 € qu'on met dans un hôpital. Et comme nous a dit un directeur d'hôpital, moi, l'année passée, ce n'était pas prévu, donc c'est tombé dans le pot commun. Point final. Hein, donc voilà, et alors qu'il y aurait besoin de travaux pour certains, et ça on ne l'a pas parce que comme c'est une ligne particulière, hein, vous connaissez ça mieux que nous, bon voilà, donc il y a un réel problème. Donc en effet, Madame la Présidente, vous avez dit que la voix de l'enfant émettait les plus grandes réserves, que la voix de l'enfant pour le moment s'est mise en retrait et prendra la décision de poursuivre ou non lorsque nous aurons rencontré notre ministre délégué. On la laisse prendre quand même, et j'en avais échangé avec votre présidente, Madame Perrine Goulet, que je salue, et avec qui on a tellement de plaisir à échanger et travailler, surtout sur le fond. Voilà, mais sachez que, si je me permets de le dire, c'est parce que nous avons 25 ans derrière nous, que les unités sont en danger. Hein, parce que ce ne sont pas que des caisses d'enregistrement. Ce ne sont pas des passages pour un examen qui n'a peut-être pas besoin d'avoir lieu, comme l'a souligné le docteur Tisseron. Ce n'est pas d'avoir à répondre alors que tout est fait, tout est signé, l'argent. Ah ben comment est-ce qu'on fonctionne? Hein, Toulouse nous a appelés en disant, ou Toulon, comment est-ce qu'on fonctionne? On a tout signé, mais on veut refaire un protocole parce qu'on ne sait pas comment. Voilà. C'est la réalité aujourd'hui. C'est une 40aine d'unités, plus une 20aine qui sont en cours, qui vont s'ouvrir comme ça. Parce que d'une par département, le garde des Sceaux, sans nous consulter, nous n'avons jamais eu une consultation du garde des Sceaux sur les unités d'accueil. Il a rédigé une circulaire en 2023, en mars 2023, la DGOS n'était même pas au courant, alors qu'on travaillait main dans la main avec la DGOS et DGCS. Bon, voilà. Il faut quand même savoir qu'aujourd'hui, les ministres précédents, peut-être, je vais plutôt dire ça, pas actuels, précédents, ont travaillé en silo et qu'on a repositionné la prise en charge de l'enfant victime ou en danger, parce qu'il faut aussi parler parce que les unités peuvent être un lieu, justement, de conseil, d'accompagnement pour l'enfant en danger. Donc on fait de la prévention avec les unités. Et je pense que, pour nous, en tous les cas, les unités telles que l'Expérience Orléans et beaucoup d'autres doivent être pour nous, demain, des laboratoires, parce que, par leur pratique, leur expérience, leur expertise, on va aussi pouvoir amener de nouvelles prises en charge et de nouvelles techniques de prise en charge des enfants victimes. Madame Brault, je vous remercie. Madame Tisseron, vous rajoutez un petit mot et ensuite on laissera parler Monsieur Wilmenot. Non, vous parliez juste, excusez-moi, de la problématique des week-ends, je crois en priant. Nous, pour notre part, la salle d'audition, elle est à disposition des enquêteurs parce qu'en fait, on a un code sur les portes, donc ils peuvent avoir accès. Tous les pédiatres qui sont de garde aux urgences ont connaissance que les enquêteurs peuvent aller dans cette salle. Et si des enfants arrivent aux urgences, on a un protocole qui a été mis en place pour les agressions sexuelles, pour les agressions physiques, pour que les enfants puissent être accueillis et qu'il y ait une prise en charge très spécifique qui soit faite. Donc tout ça est mis en place en fait pour les week-ends et pour les nuits.
Parce qu'en fait, comme on n'est que 1,1 équivalent temps plein, on ne peut pas assurer les astreintes 365 jours sur 365 jours. Mais on est appelable, moi je suis appelable très facilement. Mais en tout cas, c'est mis en place en tout cas. Vous voudriez rajouter quelque chose quand même, Monsieur Wilmano? Madame la Présidente, oui. Il nous reste 25 minutes. Vous voulez consacrer peut-être un temps à des questions-réponses, de manière à ce que je puisse concentrer. Vous remercier effectivement d'accueillir Andy Chien, et je me permettrai de remercier le docteur Tisseron qui a déjà largement défloré le sujet de la pertinence de la présence de ces chiens. Et je voudrais en 2 ou 3 temps, peut-être de manière un peu confuse, vous repréciser un certain nombre de points quant à ces chiens qui sont exceptionnels. Et je voudrais aussi, dans cette maison, pas raconter ma vie, mais j'ai eu l'honneur d'accompagner la députée Gaillard, qui était présidente du groupe sur l'animal dans la société, dont mon ami Loïc Dombreval a pris la succession, a fait voter un texte sur les mauvais traitements à l'égard des animaux. Et ce n'est pas une petite pirouette que de vouloir, puisque un hommage vient de lui être rendu, souligner que Maître Badinter, dans ses recommandations, dans le cadre de l'émission conduite par le député Dombreval, avait recommandé la création d'un poste de défenseur des droits des animaux. Pourquoi cela? Parce que j'ai eu le privilège aussi, dans une vie un petit peu multiple, d'observer ce qu'est la présence de l'animal dans des situations que vous connaissez d'extrême douleur, de grandes difficultés, et quelques études, notamment en Grande-Bretagne, aux États-Unis, au Canada, montrent que la violence à l'égard de l'enfant en situation intrafamiliale est très fréquemment un indicateur prédictif de violences qui seront commises malheureusement sur l'enfant, puis ensuite éventuellement, ou plus probablement aussi, sur la mère. Juste ce préambule, parce que vous avez, docteur, souligné l'importance aussi du respect de ce chien, du respect de son bien-être. C'est un des piliers qui nous a amenés, il y a un peu plus de 30 ans, avec Marie-Claude Lebré, à créer cette association. J'oserais dire qu'elle est née grâce ou à cause de moi. En dehors de ce cercle, je vous expliquerai comment. Nous sommes partis à 4 autour d'une table pour lancer la formidable idée que de vouloir former des chiens destinés à accompagner des personnes à mobilité réduite. C'était cela la première intention. Et puis au fil des demandes, puisque Marie-Claude Lebré, fondatrice de cette association, était aussi enseignante, il y a des parallèles, en direction de jeunes filles qui allaient être formées aux carrières sanitaires et sociales. Marie-Claude a eu beaucoup d'autres demandes, d'autres typologies de chiens pour répondre à des besoins de personnes en situation de vulnérabilité. Vous avez cité, docteur, tous ces effets indicibles de la présence de ces chiens auprès de ces enfants, qui sont à mes yeux, parce que je suis aussi papa, absolument intolérable. Le procureur Almandros est un ami et m'en a parlé très longuement. Je suis aussi élu local. Nous avons aussi cette fonction de veille, quelquefois, un peu précurseur d'un cas qui nous est signalé. Je vous renverrai des références bibliographiques, si vous le voulez bien, de Boris Cyrulnik, de Winnicott, de Levinson ou d'Hubert Montagnier, sur les systèmes relationnels entre l'enfant, le système non-verbal, et le chien qui lui est proposé. Alors ces chiens d'assistance, je rappellerai que ce ne sont quand même pas des chiens entre guillemets tout venant, même si, Madame la Présidente, dans le cadre de la convention sur laquelle j'aboutirai, nous avons co-signé aussi avec la SPA, il y a un filtre. Il y a un filtre parce que ces chiens correspondent à un cursus de formation qui les amène à être, et j'aime pas cette expression, mais à être opérationnels au bout de 24 mois, donc au bout de leurs 2 années d'âge. Et ils vont suivre un parcours qui est fléché par la réglementation qui a été mise en place, qui leur attribue un statut très particulier, le statut des chiens d'assistance, dont Madame la Présidente soulignait que quelquefois l'administration avait un regard particulier. À l'heure d'aujourd'hui, la DGCS se penche sur la labellisation des chiens d'assistance, sur les centres qui les forment, et nous nous interrogeons aujourd'hui sur cette étude qui est en cours et sur les mesures qui pourraient aboutir à voir certaines catégories de nos chiens qui seraient descendues
au motif qu'il ne correspondrait plus aux premières intentions des textes initiaux, c'est-à-dire en direction de personnes en situation de vulnérabilité physique, liée, c'est un autre chapitre aussi, mais à l'attribution ONI aussi de la carte CMI, qui sont, je le rappelle, à la main des MDPH. Je ne veux pas ouvrir le débat sur les MDPH. Volontiers. Ces chiens d'assistance donc suivent un parcours de 24 mois. Ils vont être, et il faut le rappeler, dans un tout premier temps, remis auprès d'une famille d'accueil bénévole. C'est un des piliers d'Handichien. Nous ne pourrions pas exister si nous n'avions pas ces familles qui acceptent de subir les premiers mois d'un chiot qui va faire les pires bêtises. Et cette famille a la charge de l'habituer à la vie en communauté humaine et de faire en sorte que ce chien présentera des aptitudes, des compétences qui lui permettront de passer du secondaire au 3e cycle à l'université pour entrer, in fine, dans un des 4 centres de formation d'Handichien auprès d'éducateurs canins qui ont par ailleurs aussi des valences qui sont liées aux différents publics des chiens que nous attribuons. Et ces chiens vont être repérés tout doucement. Et on va remarquer que certains d'entre eux, c'est le cas de LOL, que je connais bien avec mon ami Frédéric Elmandros, ancien procureur de Cahors, LOL est un gros nounours absolu, empathique, bienveillant. Il a cette capacité séculaire, voire millénaire, de cette espèce tout à fait particulière de pouvoir, sans la parole, entrer en relation avec les enfants victimes qu'il va pouvoir croiser. Donc, ces chiens, bien évidemment, si je vais être très pratique, nous avons une limite. Nous avons une limite. Nous avons la limite des moyens de l'association, je sais. Nous avons la limite aussi du nombre de demandes, parce qu'il nous faut pouvoir répondre à tous les autres métiers d'Handichien et pouvoir aussi satisfaire ces demandes croissantes, à la fois des UAPED, mais des services aussi de gendarmerie, de police nationale et des différentes juridictions. Donc cette convention, puisque vous me posiez la question, et Madame la Présidente l'a soulevée, signée en présence du garde des Sceaux, effectivement, fixe le cadre, et je me dois de reconnaître que c'est la première fois que les pouvoirs publics s'engagent dans un soutien auprès d'Handichiens, ce qui n'a jamais été le cas. Pour mémoire, Handichien vit à 98% de son budget de la générosité du public, et que le prix entre guillemets de revient de ces chiens est à hauteur de 17 500 €, que nous devons financer chien après chien. Cette convention, effectivement, fixe pour objectif d'ici à la fin du quinquennat que chaque juridiction puisse disposer d'un chien d'assistance judiciaire. Nous sommes aujourd'hui confrontés, je dirais, en étant le plus politiquement correct possible, à une petite difficulté d'approche du service de l'administration de la chancellerie qui est en charge, qui est le SALJAV, qui a constitué un comité de pilotage qui valide les dossiers qui arrivent sur son bureau. Une difficulté qui, en fait, et je pense que Mme la Présidente le sait pertinemment, qui va devoir exclure du dispositif prévoyant pour partie le financement par l'administration de la chancellerie de ces chiens qui sont remis dans des UAPED potentiellement, mais aussi en gendarmerie ou en police nationale. Et à l'heure d'aujourd'hui, sauf à ce que les choses puissent évoluer et que j'ai mal compris, fort heureusement, nous aurons ces financements, pour le peu que nous ayons la capacité aussi de trouver les bons individus chiens qui pourront être remis dans chacune de ces structures. Mais se pose à nous aussi la question de toutes ces autres demandes qui, à l'heure d'aujourd'hui, ne sont pas intégrées dans le cadre de la Convention. Et dans tous les cas, pour avoir participé à un comité de pilotage pas plus tard qu'il y a 10 jours, ne sont pas intégrées dans le mode de raisonnement et la méthodologie d'approche et de sélection de ces dossiers. Je ne jette pas l'anathème, bien au contraire, sur ce que la chancellerie va faire, nous l'espérons, pour financer les chiens remis en juridiction, mais se pose à nous, en partenariat avec les associations et les différents intervenants
qui sont confrontés en première ligne à la prise en charge des enfants victimes, de savoir comment nous allons pouvoir répondre techniquement à cette demande et comment ces demandes pourraient-elles être financées hors le cadre de la Convention. Et le dernier point, pardon, c'est de souligner aussi que ce chien d'assistance judiciaire, ce n'est pas non plus une vue de l'esprit. Il faut savoir que, notamment le FBI ou la police montée, à savoir pourquoi, la police montée avec la Courthouse Dog aux États-Unis travaille et qu'il y a là-bas un maillage extrêmement important de chiens qui sont dans des situations d'intervention qui ont été décrites par le docteur Tisseron. Et aujourd'hui, effectivement, l'enjeu pour Andy Chien va être de pouvoir répondre à l'équation douloureuse de toutes les autres demandes, de tous les autres éventuels bénéficiaires ayant une autre vulnérabilité et les structures référentes de prise en charge des victimes. Et j'insiste sur un dernier point, pardon. Vous soulignez, docteur et Madame la Présidente, cette absolue nécessité que de respecter la vie du chien. Vous me souffliez, docteur, à l'oreille que le chien devrait être dans une structure, un titre permanent, etc. Je participe aussi de ce raisonnement parce que ces chiens ne peuvent avoir une véritable efficience que dès lors que l'on va respecter leur bien-être et qu'ils sont dans un environnement qui sera stable, eu égard pour terminer, effectivement à la charge mentale qu'ils subissent. Et j'en veux pour preuve qu'ils présentent souvent des signaux de vieillissement un peu précoces, singulièrement les labradors noirs, et pour qui les connaît un peu, on a des alertes. Mais voilà. J'ai bien pris notamment les 2 derniers points. Je les ai... je verrai avec Madame la Présidente, mais mes collègues aussi d'ailleurs ont sûrement pris ces 2 derniers points. Je vais donner par ordre d'importance de groupe. Moi, j'ai parlé en tant que vice-présidente, mais je vous ai posé aussi les questions en tant que groupe Renaissance. Donc maintenant, je vais donner la parole au groupe du RN, Madame Lavalette. Merci beaucoup, merci de votre implication, de votre engagement, de votre dévouement. C'était chargé d'émotions. Docteur, je voulais vous remercier d'avoir partagé l'émotion d'Orco montant et posant sa tête. J'ai une petite larme à l'œil quand même, en imaginant ce quotidien et le bien que ces chiens pouvaient faire. Monsieur Villemot, moi je connais bien Nanty, que vous avez sûrement formé et qui aide un trisomique 21 que j'ai dans ma proximité. C'est vrai que je vois à quel point, évidemment, le chien améliore le quotidien de cet enfant vulnérable. J'ai un peu 2 questions. Je me demande un peu comment est-ce qu'on peut vous aider, parce que quand je vous entends dire qu'il y a encore des auditions en gendarmerie, en police, et qu'on va encore chercher les enfants de 4 ans à l'école, je suis stupéfaite. Donc je me demande, voilà, servez-vous de nous, députés, on est là aussi pour écrire, peut-être si on s'y met tous de façon très transpartisane, parce que évidemment ça ne me paraît pas avoir de couleur politique, le bien-être de l'enfant dans ces cas-là. Voilà, on se tient à votre disposition, n'hésitez pas à nous dire ce que l'on peut faire. Moi, je me réjouis que les départements, évidemment, se dotent de structures comme la vôtre. C'est le cas chez moi à Toulon. Je me réjouis moins de ne pas avoir été invitée à l'inauguration le 13 décembre, mais j'irai la visiter quand même, évidemment. On a besoin de vous, mais la question que je me pose après vous avoir écouté, comment se fait-il qu'à l'ASE, enfin pour l'aide sociale à l'enfance, cette question du chien ne soit pas aussi centrale et ne soit pas aussi prégnante. Je réfléchis, je pense à cette jeune fille qui s'est suicidée puisque la loi Taquet n'était pas encore appliquée dans un hôtel social dans lequel elle n'aurait jamais dû être. Je me dis quand même que si elle avait eu un chien, elle ne serait peut-être pas passée à l'acte. Voilà. Excusez-moi d'y réfléchir, Madame la Présidente. Je me dis... Ah, ça va. Je pense qu'effectivement, quand je vois à quel point c'est prégnant, et vous le disiez, Madame Brousse, le coup des silos, mais je me dis que les enfants victimes peuvent aussi avoir les mêmes préoccupations que les enfants placés, qui d'ailleurs souvent ont la malédiction d'être à la fois placés et à la fois victimes. Donc voilà, encore une fois, voilà, si on peut vous aider là-dessus, je pourrais effacer cette contradiction. Et voilà, c'est l'heureuse colocataire de Bouvier-Bernois qui vous en parle. Je sais à quel point les chiens nous font du bien. Je vous remercie. Merci. Non, c'est après la série. Et je voudrais rajouter une chose pour la protection de l'enfance, l'ASE, c'est que je pense que, et j'en parle en connaissance de cause, et on est à la délégation des droits des enfants, il y a en amont à remettre, alors je suis responsable de ce que je suis en train de dire, hein,
il faut d'abord remettre à plat la protection de l'enfance avant de bien accueillir nos amis les chiens, parce qu'il faut qu'ils travaillent dans de bonnes conditions, eux aussi. Oui, non mais oui. Ouais, donc après, je passe la parole. Voilà. Madame Maximi, qui justement, on parlait du drame de Clermont-Ferrand et est impactée. Bon, je te laisse la parole. Merci. Merci effectivement pour votre présence et le travail effectué depuis de très nombreuses années. Effectivement, les UAPED arrivent dans l'espace médiatique assez récemment, mais malheureusement pas forcément, moi je dirais, de la bonne manière, dans le sens où on se rend compte que l'expertise de la pratique, de la clinique a été développée par vous depuis longtemps, n'est pas ce qui a fait le moteur, je dirais, des derniers mois au niveau du gouvernement. Madame Cobel n'est plus ministre, mais j'ai longtemps été en désaccord avec elle. J'espère que cette nouvelle ministre sera peut-être un peu plus à la hauteur, en tout cas au niveau des droits de l'enfant, mais nous avions des grandes difficultés. Et sur le travail en silo, je suis contente de vous l'entendre dire, parce que c'est ce qu'on a pu reprocher longtemps. Madame Cobel a beaucoup valorisé les UAPED et ce travail-là, mais sans réellement y mettre les moyens derrière et coordonner. J'ai lu aussi, et je suis contente aussi de vous l'entendre dire aujourd'hui, mais le rôle de l'ARS qui n'est pas à la hauteur aujourd'hui dans l'accompagnement de la création de ces UAPED, dans la coordination qui serait nécessaire, et ça vous en avez très bien parlé, donc j'avais cette question, mais vous avez déjà répondu. Donc pour nous, en fait, le compte n'y est pas, et j'espère justement que cette accélération de communication autour de tout ça ne va pas faire un effet contre-productif dans leur fonctionnement, mais c'est un peu ce que je perçois. Moi, je vois à Clermont, ça vient d'ouvrir. Clermont-Ferrand, l'UAPED a été inauguré il y a très peu de temps. J'ai prévu de visiter le service d'ici quelques jours, donc voilà, j'irai voir de vos propres yeux comment cela fonctionne. Donc voilà, moi, pareil, j'ai pas forcément de question finale, parce que je me retrouve beaucoup dans ce que vous avez pu dire, notamment sur la différence gendarmerie-police dans l'écoute de la parole des enfants, que j'ai constaté dans ma vie professionnelle, ayant accompagné des enfants en audition en service de police et en ayant passé de nombreuses heures dans un bureau avec comme seule décoration des posters d'Alliance, le syndicat, voilà, ce qui met une ambiance particulière pour auditionner des enfants victimes de violences. Et donc évidemment, on a beaucoup de choses encore à améliorer, à la fois dans la formation des différents professionnels qui interviennent, des procureurs, parce qu'on n'a pas tous la chance d'avoir des procureurs qui comprennent aussi l'intérêt supérieur de l'enfant, ce que ça veut dire écouter un enfant, l'auditionner, l'accompagner et le protéger. Et effectivement, moi, j'ai une autre alerte, mais qui n'est pas forcément une question, mais on va dire qu'on essaye d'améliorer le repérage et le diagnostic, en tout cas des violences, d'un point de vue de l'écoute, du médical, de tout ce moment important que vous avez décrit. Mais moi, j'ai une grosse alerte sur après la prise en charge. Et quand on parle de l'aide sociale à l'enfance, c'est aujourd'hui un système qui est complètement effondré sur lui-même et qui, malheureusement, même avec des placements suite à des violences repérées, avec une instruction qui mène à un placement de l'enfant, on se rend compte qu'aujourd'hui, les services d'accueil ne suivent plus, avec des placements non exécutés de plus en plus nombreux dans la plupart des départements de France. Et je crois qu'aujourd'hui, pour répondre, nous avons des lois qui ne sont pas appliquées, et c'est déjà un des gros problèmes de la protection de l'enfance. Mettre des chiens et de la médiation animale, moi je suis tout à fait pour dans les services, évidemment là où il y a de la vulnérabilité et des besoins de soutien, mais je pense qu'appliquer les lois serait déjà une des premières choses à faire, et prendre les décrets d'application de la loi Taquet. Je le rappelle, j'ai posé une question au gouvernement et je me saisis de cette tribune la semaine dernière suite au décès et au suicide de Lily dans mon département. Le Premier ministre m'a annoncé avoir signé le décret le jour même. Ce décret n'est toujours pas publié, donc ce décret n'existe toujours pas. Et je trouve ça insupportable, et je le dis ici parce que nous sommes filmés, que c'est diffusé. Je vous remercie. Nonobstant que la loi s'applique. Hein, mais le décret, tu as entièrement raison. Je sais. Bah non, c'est bon. Donc, vous avez, messieurs, mesdames, 7 minutes. Rapidement, Voilà, merci. Et je pense que je laisserai la parole, parce que comme vous l'avez dit, ce qui est important aussi, c'est le retour vers les enfants. Enfin, nous, on les porte au quotidien, mais notre rôle, il est plus de coordination, de porter la vie des professionnels. Donc, je laisserai le dernier mot au docteur Tisseron. Vous avez parlé, alors, désolé, Toulon, la voix de l'enfant n'a pas été associée. Ils ont touché l'argent. Ils nous ont appelés en disant qu'est-ce qu'on fait. On a dit nous on ne sait pas. On n'a jamais été 2 fois ou 3 fois. J'ai dû y aller peut-être même. Enfin voilà. Mais voilà le type même d'unité où on regrette
parce que je sais qu'il y a de la volonté localement, mais vous avez parlé je ne veux pas accabler Madame Cobel, mais le problème, c'est qu'elle a beaucoup parlé des unités d'accueil, mais lorsqu'elle a conclu nos travaux, le 30 novembre dernier, nous l'avons interpellée sur une coordination nationale, comme l'a dit Madame Montes, demandée par l'ensemble. Il y avait pratiquement il y avait plus de 200 professionnels à l'Assemblée nationale, salle Victor Hugo, accueillis par la présidente, Perrine Goulin, et avec le parrainage de notre présidente de l'Assemblée nationale. Et elle nous a annoncé qu'il n'y aurait pas de coordination nationale, qu'il y aurait parce qu'elle venait de nommer 10 délégués départementaux, dont personne ne savait s'ils dépendaient des départements ou des préfets. On a quand même su à cette occasion-là que ça dépendait des préfets. Donc ce sont des sous-préfets. Que connaissent-ils de la protection de l'enfance? Donc nous ne lâcherons pas sur une demande de coordination, d'une coordination nationale. Je pense que la ministre déléguée, Mme Sarah El Haïry, va prendre ce dossier à bras-le-corps des unités d'accueil, parce qu'il y a une prise de conscience au plus haut niveau que ça ne peut pas durer comme ça. Donc voilà, ça, sachez-le, que Clermont-Ferrand, c'est une vieille histoire, parce que là, on avait fait une exception, puisque le vieux prof pédiatre ne voulait pas que la police vienne dans son hôpital, qui est à 80 ou 100 mètres du commissariat de police. Donc on avait accepté, en effet, avec une brigade de protection des mineurs extraordinaire, et une procureure générale de l'époque, qui avait été procureure au Mans, avec cette dramatique affaire de la petite Marina. Voilà, ça avait été monté comme ça. Donc Clermont-Ferrand, c'est vrai que c'est une véritable progression de la prise en charge. Pour le déplacement des enfants de l'ASE, sachez qu'aujourd'hui, depuis plusieurs semaines, la présidente de la délégation est en lien permanent avec la présidente du GIP, qui est la présidente du département Maine-et-Loire 49, Madame Florence Dabin, qui est aussi la vice-présidente des départements de France et du groupe qu'elle a créé, du groupe enfants au sein des départements. C'est-à-dire que je pense que les choses se mettent vraiment en place. Ce qu'il faut arriver, c'est ne plus... Le GIP, justement, c'est l'exemple même de ce qu'on peut faire. C'est 3 collèges, État, département, association. Il faut qu'on mette une politique en transversalité. Et c'est la seule chose qui nous permettra de pouvoir peut-être faire de la prévention, prévenir, et puis prendre en charge les victimes. Et pour finir, je laisse la parole au docteur Tisseron. C'est facile de conclure. Je donnerai la parole à monsieur. Alors, pour vous répondre, pour les enfants de 4 ans, je pense que c'est pas tant aller les chercher à l'école, parce que je pense que si c'est bien fait, qu'on leur explique bien et qu'ils vont aller à l'hôpital, finalement, c'est pas ça le plus compliqué. Je pense que ce qu'il faut pas faire, c'est les auditionner à l'école. Et ça, je pense que... Et nous, on en fait notre cheval de bataille, et je pense qu'effectivement, avec votre soutien, mais c'est en local, et finalement, nous, ce qu'on fait, c'est qu'à chaque changement de procureur, moi, je reprends mon bâton de pèlerin et je retourne vers la procureure en disant... Il y a ces habitudes-là qui ont été prises. Est-ce que vous pouvez nous soutenir pour que ça ne soit pas fait? On explique, on discute avec les enquêteurs. Chaque fois qu'ils disent on va faire ça, on dit quand même, vous ne voulez pas faire autrement? Venez chez nous, on va faire différemment. Ça ne vous prendra pas plus de temps. Enfin, voilà, je pense que c'est comme ça au quotidien. Le chien à l'ASE, oui. Mais quand j'entends que le SADJA ne veut pas financer à l'UAPED, comment on va réussir à financer pour l'ASE? Et puis pour la prise en charge des enfants, madame, nous, ce qu'on essaye de faire, c'est de faire du lien beaucoup avec l'ASE. Alors, l'application des lois, oui, je peux être que d'accord avec vous. Nous, ce qu'on essaye de faire beaucoup, c'est du lien. C'est-à-dire qu'on a créé une fiche navette pour tous les enfants qui sont déjà placés et qui arrivent chez nous, ou pour les enfants qui sont placés au départ de chez nous. C'est-à-dire, un enfant déclare des choses très graves et tout le monde est d'accord pour dire ce soir, il ne peut pas retourner chez nous. Et c'est ça aussi les intérêts des UAPED, c'est avec ce regard pédiatrique, on n'est pas que dans la réalisation d'un certificat médico-légal, on est aussi dans l'idée de se dire, est-ce que cet enfant, il va avoir besoin de soins somatiques, de soins psychiques, mais aussi, est-ce que là, il est protégé s'il rentre chez lui ce soir? Et nous, il n'y a pas un enfant qui repart de chez nous en se disant, ce soir, est-ce qu'il peut rentrer chez lui? Et quand on se dit, quand la réponse est non, et bien, tous ensemble, avec justement les enquêteurs de cette permanence gendarme, on téléphone au procureur, on dit il faut une ordonnance de placement provisoire.
Et à ce moment-là, quand on fait ça, on remplit une fiche navette et qu'on adresse à une infirmière de l'aide sociale à l'enfance, et on met sur cette fiche navette ce qu'on a pu observer, s'il y a des troubles orthophoniques, si on sait qu'il y a des soins en cours. Par exemple, une fois, on a eu des enfants, une fratrie de 3 enfants qui étaient tous suivis au CAMS avec des handicaps, avec plein de rendez-vous ultra précieux. Et on s'est dit, mais si on les envoie comme ça sur le lieu de placement et que il se passe, possiblement, il peut se passer 3 mois, 6 mois avant que tout le monde se rende compte que, mon Dieu, ils n'ont plus de kiné, ils n'ont plus de psychomotricité, ils n'ont plus de l'orthophonie, et que ça, c'était pas possible pour ces 3 enfants qui étaient en situation de handicap. Donc, on a créé cette fiche navette, on l'adresse dans l'immédiateté, et comme ça, on dit, attention, ces enfants, ils ont tous ces rendez-vous-là prévus, c'est pas dans 3 semaines, c'est dans 2 jours. Attention, alors, on a rarement les carnets de santé, donc bon, mais quand on a la chance de les avoir et qu'on voit qu'il n'y a aucune vaccination, par exemple, pour des enfants qui sont extrêmement négligés, on dit, attention, ces enfants, ils ont zéro vaccin, il faut reprendre le calendrier vaccinal. Enfin, voilà. Et donc, on essaye pour tous ces enfants de faire un lien avec l'ASE. Les enfants qui doivent être placés, passé 17 heures, on dit, non, ils ne vont pas sur leur lieu de placement, on les hospitalise pour les faire placer le lendemain, parce que à 17h, quand ils sont encore à 17h chez nous, ça veut dire qu'ils vont arriver sur le lieu de placement à 21h et qu'on trouve que c'est juste pas possible, c'est rajouter de la violence à la violence. On a toujours un petit sac de doudou pour remplacer le petit doudou qu'ils n'ont pas, leur petit doudou à eux. Enfin, voilà, c'est plein de petites choses comme ça. C'est pas grand-chose, hein, mais on essaye de mettre de la bientraitance à de la... voilà. Madame la Présidente, il y a 2 sujets quand même, et je pense que ça vaudra peut-être une autre audition, qui sont les enfants victimes dans le cadre des conflits conjugaux, que de plus en plus les unités accueillent, et puis les jeunes victimes d'exploitation sexuelle, dont une des mesures du plan Taquet dit qu'elles doivent être reçues dans les UAPED, ce qui est loin d'être le cas. Merci. Monsieur Wilmot, c'est donc vous qui avez le mot de la fin. Merci, quel privilège. Merci, Madame la Présidente. Juste, je voudrais préciser 2 ou 3 points. Le premier, c'est que ces chiens interviennent dans un parcours de pluridisciplinarité et de complémentarité de ces disciplines, et que le chien en lui-même n'est pas le seul facteur de l'éventuelle réussite de la prise en charge, en tout cas d'une prise en charge la mieux vécue possible, si on peut l'espérer, que les professionnels qui interviennent avec eux sont en première ligne, et que nous prenons l'engagement, et vous le savez, docteur, de les former aussi, ces référents et référentes de ces chiens, parce qu'on n'intervient pas non plus avec un chien dans n'importe quelle condition et n'importe comment, prioritairement dans l'intérêt des bénéficiaires, mais aussi du chien, pour qu'il soit juste et qu'il soit à sa bonne place avec l'enfant singulièrement qui est en face de lui. Je ne voudrais pas qu'on me méprenne, puisque c'est diffusé sur le SADJA, parce qu'après ils vont penser qu'il y a des déloyautés. Il y a un comité de pilotage qui reçoit les dossiers, qui les valide. Il est vrai que la question est posée sur les UAPED, mais pour être plus positif, ma demande porterait sur les services spécialisés de la gendarmerie et de la police nationale, à la main du ministre référent Place Beauvau, que j'encourage volontiers à éventuellement signer une convention à l'image du garde des Sceaux, prévoyant que ces services-là puissent disposer de ce chien et des moyens qui seront afférents pour pouvoir les former. Et que j'appelle de tous mes voeux, même si je vois que ça, je vois que ça peut émettre quelques réserves. Et il n'en reste pas moins vrai aujourd'hui, puisque on peut Muriel, sous-officier de gendarmerie qui intervient à Vannes, s'est quand même posé la question à un moment donné aussi, voilà, de la présence de ce chien. Et dans le raisonnement actuel de la convention signée avec la chancellerie, effectivement, c'est sur le ressort des juridictions, avec, ou plutôt à l'exclusion des services spécialisés de gendarmerie qui, a priori, n'intègrent pas cette convention. Et pour nous, c'est une véritable difficulté. Pour terminer, nous allons devoir mener de front 2 lignes de demande, l'une
intégrant parfaitement les critères de cette convention, et une autre ligne sur d'autres intervenants de la prise en charge dans le parcours à la fois d'écoute, mais aussi éventuellement le parcours judiciaire auprès des enfants victimes. Écoutez, je vous remercie. Tout ce que vous avez dit, effectivement, était très prégnant. Ça nous questionne, ça continue à nous questionner beaucoup. Nous avons pris tous les points. Madame Brousse, merci Madame Tisseron de nous avoir, en ouverture, vraiment plongé au cœur des UAPED. Merci beaucoup. Merci à vous aussi. Et bon, Monsieur Wilmenot, j'ai bien entendu, Place Beauvau. Je vous invite, Madame Brousse, à nous retourner à donc la délégation les points que vous avez mis en exergue pendant cette audition, très succincte pour qu'on aille rapide pour pouvoir œuvrer. Et je vous rappelle que c'est toute cette partie, tout ce semestre qui est dédié donc à la protection de l'enfance. Voilà. Je vous remercie beaucoup. Mes collègues se joignent à moi et on vous remercie beaucoup. Si je peux me permettre, juste pour illustrer ce cas, parce que j'en ai un qui me vient à l'esprit. Un chien intervenant au commissariat central de Béziers, oui. Voilà, donc en service de police nationale, à l'initiative d'un ancien OPJ qui a créé une structure associative ad hoc pour financer la formation de ce chien, l'accompagner, entre guillemets, son fonctionnement, et une commissaire divisionnaire extrêmement impliquée et qui venait de la protection des mineurs, qui a accompagné le projet, qui a d'ailleurs suivi la formation. Mais en face, nous nous retrouvons dans la situation que je décrivais, c'est-à-dire dans un contexte de prise en charge aussi à un stade du parcours judiciaire, peut-être dans certains cas dans l'immédiateté aussi de la présence de ce chien. Et nous sommes, à mes yeux, hors cadre de cette convention et sous la compétence de l'intérieur. C'est tout ce que je voulais souligner. Mais ces belles initiatives sont à saluer, mais encore faut-il que... Voilà, oui, mais pardon, Madame la Présidente, là, pour le coup, c'est la volonté d'un OPJ, d'un individu. C'est pour ça que je vous dis de belles initiatives, mais vous ne m'avez pas laissé terminer. Nous, ce que nous voulons, c'est que sur tout le territoire français, il y ait des UAPED et des UAPED comme vous le souhaitez aussi, Madame Brousse, Madame Tisseron, Madame, je vais écorcher le nom parce que je n'ai pas mes lunettes, Montes Lopez et Monsieur Wilmenot. Je vous remercie encore une fois. Merci. Merci.